Merci de nous recevoir chez vous et c'est l'heure du journal dont voici les titres. Après 3 ans de détention et des mois de négociations, les 4 otages français arrêtés à Arlit par AQMI ont retrouvé leur liberté hier. La France a salué l'engagement du chef de l'État Issou Mahamadou pour l'aboutissement des négociations. Les membres du GREN sont en atelier. Ils ont été édifiés sur le cadre réglementaire et législatif des études environnementales et d'évaluation d'impact. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette édition d'information. Après plus de 3 ans de détention, les 4 Français arrêtés à Arlit par AQMI le 16 septembre 2010 ont été libérés hier par leurs ravisseurs. Une libération dans laquelle les autorités nigériennes ont joué un rôle important. Les impressions du président de la République, son Excellence Issou Mahamadou, interrogé par nos confrères de RFI. Nous avons mis en place une équipe qui a très bien travaillé et je voudrais la féliciter d'ailleurs au passage. Et voilà, aujourd'hui, on a obtenu ce résultat. Le Niger a apporté la preuve que ces services ont des compétences, que tous ces services ont un certain professionnalisme. Tous les Nigériens ont essayé d'apporter leur contribution à cette libération. Et nous avons eu la chance, je le répète encore, d'avoir des professionnels, des gens consciencieux. Et grâce à eux, grâce à leur travail, grâce à leur sacrifice, nous avons pu parvenir à ce résultat. C'était pas évident parce que le travail a été fait dans des conditions très difficiles, mais le plus important, c'est le résultat. Et aujourd'hui, le résultat est là. On ne peut que s'en féliciter. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que les ravisseurs de ces derniers mois étaient bien du côté d'Ansardine et de Yadagrali ? Oui, je pense que les ravisseurs sont bien connus, ils sont bien identifiés. Les gens très proches de AQMI ou de AQMI même, c'est eux qui sont à la base de ces enlèvements. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez senti que ça y est, les choses allaient se débloquer ? J'ai senti cela il y a de cela plusieurs mois, plusieurs semaines. J'ai toujours été optimiste, surtout après les premiers contacts que nous avons eus, contacts à travers lesquels nous avons pu obtenir des preuves de vie. Et donc à partir de ce moment, on est resté optimiste, on a poursuivi le travail et puis voilà, on a pu, comme je l'ai dit, parvenir à ce résultat extrêmement important. Évidemment, la question que tout le monde se pose, Monsieur le Président, est de savoir si une rançon a été payée et par qui, bien sûr. Ce dont il faut se réjouir, c'est que ces otages qui ont passé des dures épreuves, qui sont restés pendant des mois isolés, qui sont restés pendant des mois loin de leur famille, le plus important, c'est de noter aujourd'hui que ces otages sont en liberté. Sur les conditions de leur libération, les choses sont donc très claires. Il n'y a pas eu d'opération militaire, mais des mois de négociation. Une négociation qui a abouti grâce à l'implication du chef de l'État, Issou Mahamadou. L'homme qui aurait permis la libération des otages. À en croire les autorités françaises, les réseaux activés par Mahamadou Issoufou ont permis de retrouver la piste des preneurs d'otages et d'engager des négociations. Ça fait plusieurs mois qu'on est entré en contact avec les ravisseurs. Il n'y a eu ni rançon, ni assaut. Ça n'a pas été facile. Ni rançon, ni assaut. Pourtant, ce mercredi, le quotidien Le Monde affirme que selon une source française connaissant les détails de cette opération, plus d'une vingtaine de millions d'euros auraient été versés par le gouvernement français. Une révélation difficile à croire pour Roland Jacquard, le président de l'Observatoire international du terrorisme. Vous vous rendez compte, on donnerait 20 millions d'euros à un groupe terroriste, alors qu'on combat l'opération Serval, c'est combattre contre ce propre groupe et leur saisir leurs armes dans le Sahel. Si c'est pour leur donner 20 millions pour qu'ils recommencent, là on serait dans une affaire extrêmement grave. De son côté, l'Élysée a démenti tout versement de rançon. Notre politique est constante en la matière.
Nous n'avons pas changé de politique à l'égard des rançons. Si officiellement aucune rançon n'a donc été versée par Paris, rien ne dit qu'Areva ou le Niger n'ont pas eu recours à ce que l'on appelle des compensations financières. Après 1139 jours de détention, les 4 ex-otages français ont été libérés hier donc. Ils ont été accueillis aujourd'hui au Bercail et c'était en présence du président français et François Hollande. La porte du Falcon de la République s'ouvre enfin. Tour à tour, les 4 Français la franchissent. Marc Ferret d'abord, puis Pierre Legrand, Thierry Dolle et enfin Daniel Laribe. Venus les accueillir sur le tarmac, leurs proches émus et heureux. Tous attendaient ce moment depuis plus de 3 ans, 1139 jours exactement. Le président de la République s'entretient avec chacun des 4 hommes, puis tous se dirigent vers le pavillon d'honneur pour un moment d'intimité. 20 minutes plus tard, ils reviennent sur le tarmac. Françoise Laribe confie ses premières impressions. Je le retrouve tel qu'en lui-même, avec sûrement des choses très différentes. Mais bon, comment ne pas être, j'allais dire, bouleversé, mais au sens, j'allais dire, changé par ce type d'expérience. C'est alors au tour du président de la République de prendre la parole. Immense joie de retrouver leur famille, leur pays, et enfin de retrouver une vie libre. Je veux saluer leur courage. Ils sont non seulement des hommes qui ont subi ces moments, mais ce sont de grands citoyens français qui ont fait honneur dans leur captivité à la France. Quand François Hollande tente de leur laisser le micro, aucun des 4 Français ne s'avance. Ils ont désormais tout le temps devant eux de choisir le moment adéquat pour s'exprimer. Tout autre chose à présent dans ce journal, les membres du groupe de réflexion et d'action sur les industries extractives graines ont clos ce matin la série d'activités entrant dans le cadre du renforcement des capacités entamées depuis 2011. Au menu du thème de l'atelier de ce jour, le cadre législatif et réglementaire des études environnementales et d'évaluation d'impact. Le compte rendu avec Omar Issouf. L'extraction des richesses du sous-sol présente toujours d'impacts socio-environnementaux très graves. Et cela inquiète le groupe de réflexion d'action sur les industries extractives au Niger, GREN, qui ne cesse pas de former ses membres sur les activités minières. Le cadre législatif et réglementaire des études environnementales et d'évaluation d'impact, c'est sur ce thème que les membres de GREN vont être formés. Nous voici encore une fois réunis dans cette salle pour parachever le cycle de renforcement des capacités dans lesquelles nous nous sommes engagés depuis 2 ans maintenant, avec l'appui technique et financier de notre partenaire stratégique, j'ai nommé ici SUCED. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole ce matin pour exprimer d'abord notre reconnaissance au partenaire SUCED, à l'expert Dr Maïna Karté, qui depuis plusieurs mois maintenant nous accompagne aussi dans notre travail, aux camarades venus des régions notamment Agadez, Difa, Tillabéri, Tawa, Zender, pour vous dire merci et bienvenue à cet atelier de ce matin. Le partenaire stratégique de GREN SUCED Niger qui finance les travaux a honoré de sa présence, signe de soutien indéfectible. Je remercie tout d'abord le GREN pour avoir accepté de conduire le projet dont aujourd'hui nous tenons l'une des dernières activités pour boucler la série de formations, mais aussi pour boucler les activités du projet. Et nous pensons que votre présence ici est motivée par un souci donc de représenter vos structures respectives au niveau régional afin de garder le maximum d'informations nécessaires pour pouvoir faire la restitution au niveau local.
La coordonnatrice de Graines, dans une interview qu'elle nous a accordée, a affirmé que déjà les objectifs qu'ils se sont fixés depuis 2011 sont en train d'être atteints. Car les membres de Graines de Niamey et de l'intérieur ne cessent pas d'éclairer les populations sur le suivi des impacts socio-environnementaux des explorations minières. Il faut souligner que cet atelier a été financé par Suisse. Et puis, à la fin des travaux, des recommandations ont été formulées par les participants, dont je propose de suivre toutes ces recommandations. Elles sont lues donc par un participant. Les participants à l'atelier de formation des membres du GRAND sur le cadre législatif et réglementaire des études environnementales et d'évaluation d'impact, tenu le 30 octobre 2013 à Niamey, recommandent au pouvoir public exiger des sociétés extractives le traitement et l'enlèvement des déchets et résidus industriels entassés depuis plus de 4 décennies. Ouvrir une enquête parlementaire pour évaluer l'ampleur des effets néfastes de l'exploitation de mines de la Somina sur la population et l'environnement à Ingel. Clarifier les conditions et le montant du prêt contracté par le Niger auprès de la banque chinoise Exim Bank. Réglementer les conditions de la sous-traitance dans les activités extractives. Prendre résolument en compte les intérêts bien compris des générations actuelles et futures dans la perspective de la renégociation de contrats miniers avec le groupe Areva. Appliquer et faire respecter les clauses de tous les contrats que lie le Niger aux compagnies extractives, aux sociétés extractives. Respecter scrupuleusement les accords conventionnels et la législation environnementale en vigueur au Niger, notamment la loi numéro 98-56 du 29 décembre 1998 portant loi cadre relative à la gestion de l'environnement. À la société civile, soutenir les actions nobles et légitimes des populations nigériennes, en particulier celle d'Arlit dans le combat qu'elle mène pour la préservation de l'environnement et des intérêts du pays. Créer un large front de société civile, ONG, syndicats, associations, etc., afin de lutter contre le pillage et la malgouvernance des ressources naturelles du pays et la forte dégradation de l'environnement. Restons toujours dans ce secteur. En plus de 40 ans donc d'exploitation de l'uranium nigérien par Areva, il est unanimement admis que cette activité n'a véritablement profité qu'à l'exploitant. L'État nigérien ne se contentant que de royalties insignifiantes. Or, depuis quelques semaines, le Niger et Areva ont entamé des négociations en vue du renouvellement des conventions minières de la Somaïr et de la Cominac. C'est dans ce contexte qu'intervient donc un communiqué de presse de Rotab Niger en date de ce 30 octobre 2013. Un communiqué de presse résumé par Issa Hamid Meg. En presque 50 ans d'exploitation de l'uranium par Areva, continuité de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires Cogema, si le communiqué de presse du Rotab tient à souligner que l'État nigérien ne s'est jusqu'ici contenté que des royalties insignifiantes, c'est justement pour faire ressortir en parallèle la misère des populations riveraines des sites miniers qui croulent sous le poids de la pauvreté tout en subissant les effets néfastes de la radiation. Le communiqué de presse du Rotab argumente en ces termes. Selon le rapport ITIE, Initiative pour la transparence des industries extractives de décembre 2012 portant sur le revenu minier de 2010, les produits miniers, dont principalement l'uranium, représentent 70,8% des exportations du Niger, mais ne correspondent hélas qu'à seulement 5,8% du produit intérieur brut PIB. À la lumière de ces chiffres, il est évident pour ce communiqué de presse du Rotab en ce jour 30 octobre 2013 que l'uranium contribue de manière dérisoire à la création des richesses au Niger, loin derrière l'agriculture, l'élevage, la forêt et la pêche, secteur qui représente 45,2% du PIB en 2010, selon les chiffres, cette fois-ci, de l'Institut national de la statistique INS. Chose des plus déplorables rapprochée à l'uranium.
Il est également d'autant plus déplorable que depuis l'ouverture des négociations pour le renouvellement des conventions minières de la Somaïre et de la Cominac, les discussions se déroulent dans l'opacité et le secret absolu, en violation de l'article 150 de la loi fondamentale, poursuit ce communiqué de presse du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire. Aussi cruel que cela puisse paraître, la seule information qui a filtré est la décision d'Areva de suspendre sa production au niveau de la Somaïre à partir de fin octobre 2013. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB s'insurge en cette date du 30 octobre 2013 contre cette attitude inélégante de Areva qui s'apparente à du chantage, un comportement qui ne devrait pas exister dans le cadre d'un partenariat sincère, d'autant plus que cette firme a marqué son adhésion au processus de l'ITIE qui préconise l'intégrité et la transparence. Au regard de tout ce qui précède, le ROTAB 1 dénonce l'opacité qui entoure les négociations en cours en violation de l'article 150 de la Constitution du 25 novembre 2010. 2. Condamne et regrette la non-consultation des organisations de la société civile qui n'ont eu de cesse de dénoncer les accords léoniens qui ont toujours lié le Niger à Areva. 3. Dénonce la stratégie de chantage orchestrée et mise en œuvre par Areva. 4. Demande au gouvernement de faire respecter les dispositions du code minier dans toutes ses dimensions et ce, au niveau de toutes les conventions, dont celle de Imuraren, par la remise sur le marché international de ce pays. 5. Rappelle au gouvernement que le Niger, pays disposant du statut conforme à l'ITIE, devrait adhérer au principe de consultation et transparence contractuelle qui forment les nouveaux standards de ce processus. 6. Et enfin, conclut ce communiqué de presse du ROTAB, réaffirme que les ressources naturelles et du sous-sol sont la propriété du peuple nigérien et que l'État exerce sa souveraineté sur les ressources naturelles et du sous-sol en vertu des articles 148 et 149 de la Constitution du 25 novembre 2010. Pour le ROTAB, son coordonnateur exécutif, Ali Idrissa. Voilà, c'était là donc la substance du communiqué de presse rendu public aujourd'hui par ROTAB Niger. L'Union des scolaires nigériens a suspendu les activités académiques pour 48 heures sur toute l'étendue du territoire national depuis hier pour protester contre le rejet massif des dossiers d'inscription des nouveaux bacheliers. Suite à cela, une rencontre a eu lieu entre les autorités et les membres du comité directeur de l'USN. Cette rencontre a été donc fructueuse car des promesses ont été faites. Précision avec Anas Jibrila, il est le secrétaire général du CD de l'USN. Les promesses consistent à dire que l'université Abdou-Mouni s'engage à accepter tous les dossiers qui sont rejetés. On va permettre à tout le monde de s'inscrire. Mais le problème auquel les gens sont confrontés est que dans un seul étudiant peut déposer ses dossiers dans 3 facultés. Donc là, on peut comptabiliser un seul nom au niveau des 3 facultés. C'est pour ça maintenant, c'est de permettre à ceux que ceux-là déjà qui ont été autorisés à s'inscrire officiellement au début, que nous puissions lancer l'appel à l'endroit de ses camarades pour qu'urgemment ils partent faire leur inscription pour qu'on ait une idée claire. Parmi ceux qui sont autorisés à s'inscrire, à partir de cet ensemble maintenant, on permettra à ce que tous les autres... Parce qu'il est clair qu'il se peut que ce n'est pas les 6000 et quelques dossiers qui sont autorisés à s'inscrire qui vont s'inscrire. Et le vice-recteur effectivement a spécifié que sur les 6000 et quelques qui sont autorisés à s'inscrire, jusqu'à l'heure, il n'y a que 2000 qui se sont inscrits. Donc voilà cette inquiétude qui a été émise. Nous avons estimé que l'inquiétude elle est fondée, mais nous ne disons pas que nous sommes totalement convaincus, parce que la fermeté, nous la gardons. Et la question des infrastructures, l'idée était que nous sommes d'accord en tant que comité directeur que ces universités n'ont pas des infrastructures suffisantes pour accueillir le nombre d'étudiants qui ont déposé leur dossier. Et qu'il fallait aller vers l'autorité politique pour que les édifices publics soient mis à la disposition de ces universités. Et le principe est acquis.
On va mettre à la disposition de ces universités, notamment l'université Abdou Moumouni, 3 édifices publics. Si ces 3 ne suffisent pas, on sera obligé encore d'insérer un 4e ou un 3e. Entre autres, parmi les 3, nous avons l'Académie des arts martiaux, je l'ai déjà dit, l'AFN, nous avons le CCOG. Si ça ne suffit pas, on sera obligé encore d'aller vers ces autorités pour qu'on intègre le palais des sports. Et j'en suis suffisamment convaincu que nous avons tellement d'édifices publics que quand nous les valorisons, ça peut permettre au moins en tant que mesure alternative de solutionner cette question. Parce qu'il y a déjà un amphithéâtre de 1000 places en construction à la médecine qui s'arrête juste à qu'il soit achevé. Et je suis convaincu que si on met les bouchées doubles, d'ici mars, avril, on pourra achever l'amphithéâtre. Il y a un amphithéâtre de 1000 places dont la pose de la première pierre à la faculté des sciences la pose a été faite il y a une semaine de cela. Et nous imaginons qu'avec ces mesures alternatives, peut-être qu'au terme de l'année, on pourra finaliser ces amphithéâtres qui peuvent accueillir les étudiants. Voilà, grosso modo, les démarches et les promesses qui sont faites de part et d'autre. Tout ce que je vous dis, c'est que la suite du mouvement, la suite des actions seront conditionnées par la tenue ou le respect de ces promesses. Cette brève dans ce journal avec le comité directeur de l'USN qui suspend donc le mot d'ordre tout en comptant sur la bonne foi des autorités à satisfaire les revendications de l'USN avant le 15 novembre 2013 et prend en témoin l'opinion publique nationale et internationale quant à la matérialisation de ces engagements. Signé donc le comité directeur de l'USN. Un volet reportage dans ce journal, nous nous sommes intéressés donc à ces vendeurs ambulants de lait qu'on croise un peu partout dans la capitale. Un métier pas facile mais qui nourrit son nom, n'est-ce pas, Biblaoli et Saoudemi. Charrette, thermos, gobelet, glace, bref, c'est de tout cela qu'ils disposent pour mener à bien leur activité. Les vendeurs ambulants du lait communément appelé Madara, on les croise partout dans les quartiers de la capitale à longueur de journée. Je suis vendeur de lait Madara. Par jour, je prépare 4 à 5 boîtes. Vraiment, les problèmes ne manquent pas. Moi, j'ai mes clients qui sont à Wadata. Je gagne 7 à 8 000 francs par jour. Je suis vendeur de Madara. Il y a 3 ans de cela. C'est moi qui le prépare. Je prépare 7 boîtes par jour. Je gagne entre 9 à 11 000 francs par jour. Dans cette activité, je me suis marié à 2 femmes. J'ai également des terrains vides dans mon village. Dieu merci, vraiment ça marche. Les clients apprécient les produits à leur juste valeur, le goût et surtout la façon de faire. Je suis venu payer du Madara pour 100 francs. Vraiment j'apprécie leur façon de faire. Ça fait du bien. La plupart des jeunes qui exercent cette activité viennent des zones rurales, à la quête d'une vie meilleure. Fin de cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez toujours en compagnie des programmes de la télévision Labari. Bonsoir.